on se retrouve, c'est par Jupiter sur France Inter. Mais bien sûr, Laetitia Gaillet. Oui. Bah ouais, vous nous avez manqué. Ah bah j'aime bien, je donne la main en même temps pour me faire battre, c'est ça. Mais non, les auditeurs aussi nous ont manqué, alors on revient chaud bouillant. Oui, parce que vous, c'était les vacances aussi. Hein. Oui. Ouais. Allez, c'est la rentrée Ouais. qui a sonné. Merci Laetitia Gaillet. À chaud. Intrinsèquement lié aux distributions différentielles du rapport à soi dans la structure. Salut de la... Alex. Salut, T'es déjà au boulot? Ouais, non mais c'est Charline, elle m'a demandé de bosser sur l'invité pendant les vacances. Ah ouais, t'avais des devoirs, pas de bol. C'est qui l'invité? Didier Héribon, sociologue et philosophe. Ah ouais, c'est Héribon, Paul, le moral. C'est bon. Guillaume, Quoi? non. Mais en plus, avant de partir en vacances, Charline, elle me dit oui, t'inquiète, Didier Héribon, c'est très accessible. Et là, t'es devant le bouquin, t'y piges rien. Mais non, Quoi. mais écoute ça. Ouais. Je préfère infiniment le freudo-marxisme Oula. qui s'est toujours voulu émancipateur à la dogmatique lacano-maoïste. Ouais. Entièrement d'accord avec toi, Alex. Ah bah salut Salut Charline. Charlie. Sinon, les vacances. Ah bah, très bonne, j'ai rien foutu là. Ah bah alors ça, c'est malin parce que moi je me coltine le staccano-léniniste là, Hein, et, comment non C'est mais non pas- je disais que j'ai un peu bossé, mais lire du Didier Héribon c'est pas vraiment bosser, tu sais Ah, bien. c'est vrai, il est passionnant. Oui. Il a travaillé sur plein de sujets, la littérature, la classe ouvrière, la question gay. Oui, aujourd'hui il vient de présenter son nouveau livre écrit sur la psychanalyse. Mais là, en l'occurrence, il parle de son rejet de la Bah, psychanalyse. bien sûr, mais Ah, j'en oui, parlais à ouais. Guillaume. Oui, Il c'est s'agit vrai. de comprendre comment les individus et les groupes sont produits comme des sujets assujettis par les multiples formes de la domination. Puis c'est quand même le biographe de Foucault. hein. Ah ouais, il est tout terrain, le gars. Bah ouais. La bio, c'est quoi? C'est mon dernier mot? Mais là non, mais pas Oh. ce Foucault-là, Guillaume. Ah mince, l'autre Foucault, Bah, d'accord. En bien plus, c'est sûr. un intellectuel engagé. Il se réclame de la pensée critique comme Derrida. Ouais, c'est bien, Alex. Et t'as vachement bossé, Bah, hein, je suis fière ouais, de de toi. rien, hein. de rien. Bah, ça te permettra de bien suivre quand Juliette et moi, on va l'interroger. comme ça. Pardon Mais alors pourquoi moi j'ai lu le... Bah, je trouve ça important que tu puisses suivre le reste de l'émission, quoi, j'y tiens. En revanche, t'as dit Derrida, je crois que c'est Dalida. Bonjour la France Inter et bienvenue dans l'émission qui lance la candidature de l'actualité depuis la clinique de la blague. Voici les 3 informations qui devront dégager à 18h. L'Algérie a entamé sa révolution. Les femmes sont devenues plus visibles dans les manifs. Même les journalistes du service public sont entrés dans la contestation pour dire « Dégage Bouteflika ». Ces vieux qui s'accrochent à leur bout de gras, là, c'est d'un pénis. En plus, son dentier était mal réglé, on comprenait rien à ce qu'il disait. Ah, il aurait parlé. La France dégringole de 11 places au classement des pays les plus accueillants pour les homosexuels. Ce recul est dû à la recrudescence des agressions et au report des discussions sur la PMA notamment. Tout cela s'ajoute bien sûr à un problème de fond. Le point commun entre Gaëtan, Hervé et Monsieur Roger. Ils sont à la compta? Faux, ils sont pédés. Alors qu'il est bien. On remarque que ce soit la Gay Pride à la cantoche. Lors des cours d'EPS, qui doit composer les équipes? Les élèves ou les profs? Cette question est la source d'un grand nombre de traumatismes chez les élèves qui sont choisis les derniers. Faut-il laisser le soin uniquement aux profs de composer les équipes? T'as exactement l'attitude qu'il faut, mais aussi t'as l'oreille. J'aimerais tellement t'avoir dans mon équipe. Merci. Eh ben oui, lui, c'est le sélectionneur. Il a chaque jour une belle équipe qu'il a composée. C'est Alex Vizorek, bonjour. Belle équipe avec ceux qui restaient sur le banc, évidemment, à 17h20. Celui qui dénonce les haters à la télé et qui à la radio vient faire le haters lui-même, c'est Pablo Mira, bonjour. Salut Alex, salut Charline, Guillaume, votre existence est si regrettable. Aujourd'hui, le sujet de mon édito n'a plus que 4 jours à vivre. Ça ne laisse le choix qu'entre Abdelaziz, Bouteflika ou le grand débat national. Réponse tout à l'heure. Oh, suspense. À 17h30, vous l'entendez, il est reposé. Et ça veut clairement dire qu'il peut fatiguer 2 fois plus d'interlocuteurs. C'est Guillaume Meurice. Bonjour à vous tous, moi je suis allé voir la Startup Nation aujourd'hui, je vais vous parler stockage de données numériques, donc stockage de conneries. Alors nous on fait uniquement de la connerie au niveau exponentiel. Voilà, j'ai rencontré vraiment les meilleurs, le top du top. Et à 17h40, celle qui pendant ses vacances a lu des livres. C'est comme si Christophe Castaner passait son été à tirer au flashball, c'est sa passion. C'est Juliette Arnaud, bonjour. Bonjour. De quoi on va parler? J'ai été bien mon bonjour. Ouais. De la psychanalyse et puis moi j'ai des souvenirs. Elle a bossé vraiment, elle. Elle a vraiment bossé. Ouais. Elle, Oh là là. Et voici celui qui va présider cette séance. Donc, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes... Didier Héribon. Oui, Bien sûr. je confirme. France Inter, Charline Vanhoenacker, Alex Vizorek. Par Jupiter. Bienvenue Didier Ribon.
sociologue, philosophe, biographe de Foucault, on l'a dit. En France, le grand public vous a découvert en 2009 avec Retour à Reims, ce qui évoque sans doute beaucoup de choses pour nos auditeurs. Vous êtes davantage prophète en Allemagne et aux États-Unis, où vous avez notamment donné cours à Berkeley. Et vous avez contribué de façon déterminante à installer en France le champ des études gays et lesbiennes. Est-ce que tout ça est correct jusque-là ? Oui, jusque-là, oui. Voilà. Ici, vous rassemblez des cours et conférences sur le thème, je dirais, de chasser l'emprise de la psychanalyse sur la vision de la société, les débats de société. Échapper à l'emprise de la psychanalyse, oui. Voilà. Oui. Alors, ce que j'ai découvert en vous lisant, c'est que moi, je ne me rendais pas compte à quel point on était englué dans ce schéma. La psychanalyse notamment qui cherche à normer beaucoup les choses. Est-ce que la psychanalyse est vraiment partout à ce point dans le débat public ? En France, oui, en tout cas. D'abord, elle est dans toute la culture. Dans la conversation quotidienne, tout le monde dit le complexe d'Oedipe, lapsus révélateur, etc. Enfin, tout ce vocabulaire de la psychanalyse qui est rentré dans le vocabulaire courant, que moi-même, il m'arrive de temps en temps d'utiliser, mais qui n'a pas beaucoup de sens, il faut bien dire, et sens qu'on doit toujours interroger et mettre en question. Mais plus profondément, je dirais qu'il y a une place de la psychanalyse dans la vie sociale, culturelle, politique, et on a vu par exemple dans les débats autour du mariage pour tous, du droit à l'adoption pour les couples de même sexe, l'homoparenté, mais on le voit aujourd'hui sur la procréation médicalement assistée. Les psychanalystes sont toujours une force, une puissance conservatrice qui est auditionnée dans les commissions parlementaires, va donner son avis dans les journaux, à la radio, à la télé, toujours pour être contre, en disant que le changement qui est demandé par telle ou telle catégorie de la population va mener à la fin de la société, la fin de la civilisation, la fin de la culture humaine, la fin de toutes sortes d'apocalypse qui s'annoncent si on donne le Pax, si on donne le mariage pour tous, si on donne le... C'est ce que disait Serge Dassault, regardez la civilisation grecque, et puis voilà, il a vraiment dit ça. Évidemment, ce sont des choses qui existent en Belgique, aux Pays-Bas, en Espagne. C'est la fin de la civilisation. La civilisation ne s'est pas écroulée. Pour autant, s'ils ont des problèmes, ils viennent plutôt de la violence économique et sociale que du droit au mariage pour les couples de même sexe ou le droit à l'homoparenté. Et ces psychanalystes qui interviennent beaucoup dans le débat et dont on était attaché aux commentaires, à la pensée, etc., sont très hétéronormés. C'est ça aussi le problème, c'est que... Toute la psychanalyse est fondée sur l'idée que ce qui norme la vie sociale et ce qui fonde la règle principale de la vie sociale, de la vie familiale, de la vie affective, amoureuse, parentale, etc., c'est la différence des sexes. Un homme et une femme, c'est un papa, une maman pour faire des enfants. Or, évidemment, ces schémas-là ne correspondent pas à la vie sociale d'aujourd'hui, n'ont jamais correspondu à la vie, ce sont des fantasmes, n'ont jamais correspondu à la vie réelle des gens, ni au 19e, ni au début du 20e. Toutes les formes de famille, ce que j'appelle, il y a un texte dans ce livre qui s'appelle « Comment on s'arrange ». La multiplicité des manières de s'arranger dans sa vie sexuelle, amoureuse, affective, amicale, etc. La multiplicité est infinie et la psychanalyse passe son temps à condamner tout ce qui n'entre pas dans le schéma réglé, normé du couple hétérosexuel qui est en couple hétérosexuel pour avoir des enfants. Une sorte de... nous connaissons tous des tas de gens qui n'entrent pas dans ce schéma-là. Ils sont heureux ou pas heureux, peu importe, c'est pas à nous de choisir pour eux. Et la psychanalyse exerce ne les empêche pas d'être ce qu'ils sont, mais par exemple peut empêcher la reconnaissance de leurs droits. On a vu sur le droit au mariage, là on le voit sur le droit à la procréation médicalement assistée. Les femmes qui veulent pouvoir
avoir accès à la procréation médicalement assistée vont à Bruxelles, faire ce qu'on appelle les bébés Thalys. Oui. Donc si 1h30 de TGV permet de le faire, on ne voit pas pourquoi ça ne serait pas possible en France. On serait moins sous l'emprise de Lacan en Belgique? Moins sous l'emprise de Lacan. Pourtant, il y a une emprise de la religion qui est souvent d'ailleurs les lacaniens, les psychanalystes, notamment les psychanalystes lacaniens et les religions défendant les structures traditionnelles de la famille, de la parenté, l'ordre traditionnel, leurs discours, je cite des textes, leurs discours sont parfaitement superposables et souvent même terme à terme identiques, rigoureusement identiques. Si la psychanalyse qui se présente comme une science ouverte à la modernité, qui comprend ce qui se passe, etc., qui n'est pas là pour juger mais pour comprendre ce que les gens font, il est bizarre qu'ils passent leur temps à dire ça n'est pas possible, on ne peut pas, le droit qui est demandé ne doit pas être accordé, etc. Et puis un jour le droit est accordé parce que les mobilisations politiques finissent par convaincre même les plus obtus des hommes et femmes politiques. Je pense notamment à ceux et celles du Parti socialiste quand ils étaient au pouvoir, qui pendant 20 ans se sont opposés à toutes les transformations, et puis qu'à un moment, parce qu'il faut bien trouver des voies là où on peut encore espérer les... Ce serait le genre des politiciens, ça, c'est quand même... oui. Oh, pour ceux que j'ai vus, je crois, oui, que c'est leur genre. Et donc, ils sont obligés d'accéder à des revendications auxquelles ils se sont pendant 20 ans opposés. Mais vous avez toujours là les religions traditionnelles arc-boutées à leur fantasme d'un ordre traditionnel qu'ils veulent imposer, et les psychanalystes qui disent la même chose. Donc il y a ici une volonté, chez moi, un des textes s'appelle « Échapper à la psychanalyse ». Il est urgent, je crois, important d'échapper à cette emprise de la psychanalyse qui, à mes yeux, n'est pas une science, mais un discours politique, culturel, normatif. Et je montre à quel point Lacan, sa grande obsession, c'était combattre le féminisme, ce que l'émancipation des femmes changeait dans la société, c'est-à-dire défaisant la prééminence du père, c'est-à-dire de l'homme, donc cette espèce d'obsession de la virilité, du virilisme chez Lacan, qui est le fondement de toute son œuvre. C'est fou, j'aurais jamais pensé que Zemmour était lacanien. Eh bien, si. Mais en fait, c'est les mêmes. Comment dire, Lacan met en forme pseudo-scientifique, un discours qui traîne partout de défense de la masculinité des hommes, que l'émancipation des femmes et l'affirmation homosexuelle mettent en question. Un des grands fantasmes les premiers textes de Lacan, c'est contre, il appelle la femme qui porte culotte, qui est une expression horrible. Mon Dieu. Voilà, la femme qui se veut l'égale de l'homme. Et pour lui, c'est horrible. Mais un de ses autres grands fantasmes, c'est Gide. André Gide, c'était son cauchemar. Et donc, l'émancipation des femmes et l'homosexualité qui s'affirment dans l'espace public sont ces deux grands cauchemars, puisque pour lui, c'est la fin de la domination masculine, pour reprendre le titre du livre de Pierre Bourdieu. La fin de la domination masculine et des transformations où ce n'est plus l'homme qui le père de famille, qui dirige la société, qui règne en père et en roi sur l'ordre social. Didier Ribon est avec nous, c'est donc écrit sur la psychanalyse pour se libérer de son emprise. C'est paru chez Fayard, on y retrouve notamment Barthes, Foucault, Derrida. Je crois que c'est Barthez. Ah, c'est ça. C'est le gardien de but. Et Beauvoir, Simone de Beauvoir, Monique Wittig, Faudel, enfin les meilleurs. I'll be over
Portugal The Man. Vous êtes bien sur France Inter. C'est là qu'on s'en rend compte. À 17h. Oui, c'était pas quand on parlait de Lacan, ça. Non, mais c'est super chouette. C'est juste Portugal The Man, ça s'appelle. Donc, Portugal l'homme, pour les gens qui... Ouais, bien sûr. Sur France Inter à 17h23, en compagnie du philosophe et sociologue Didier Héribon. Écrit sur la psychanalyse, c'est paru chez Fayard et c'est l'auteur du fameux Retour à Reims, qui reparaît en poche en chant-essai avec une préface d'Édouard Louis, car Édouard Louis a écrit après avoir lu Le Retour à Reims. N'est-ce pas ? Oui, en fait, il était déjà en poche, mais il est reparu dans une nouvelle édition, une nouvelle collection de poche, dont le principe est un auteur explique pourquoi un livre a compté pour lui. Et quand l'éditrice m'a dit ça, qu'elle voulait faire paraître, ça s'appelle La Bibliothèque idéale du savoir, donc j'étais assez flatté. Et quand je lui ai dit, mais à qui vous avez pensé pour faire la préface, elle m'a dit à Édouard Louis, je crois que ça s'impose. Et évidemment, ça s'imposait, donc je lui ai dit, s'il est d'accord, je serais très heureux qu'il le fasse. Et il était d'accord, j'étais très heureux de le faire. Et son texte est superbe, d'ailleurs. Il y avait Benjamin Griveaux à la base, mais il a refusé au dernier. Je crois que je m'y serais opposé. J'aurais proposé qu'on lui lance quelques flashballs à la figure. Ah oui, la violence, oui, carrément. Oui, dans le derrière, on va commencer ça. Moi, je ne suis pas violent, mais comme ces gens pratiquent une violence inouïe et contre les manifestants, contre les mouvements sociaux, contre les mobilisations, contre les grévistes, etc. Il y a un moment où on se dit, il faut aussi pratiquer l'autodéfense. Comme dirait mon ami Elsa Dorlin, il y a des pratiques d'autodéfense qui existent dans l'histoire, et il faut peut-être aujourd'hui, je ne veux mutiler personne, au contraire, mais il faut essayer d'empêcher que ceux qui nous gouvernent passent leur temps à mutiler gravement, définitivement, les gens qui participent aux mobilisations sociales et politiques. Didier Héribon est avec nous, on va faire un point sur l'information. Je pense qu'on l'a tout. On n'est pas chez le juge d'instruction ici. Le journal de presque 17h17. Et plus ça vous emmerde, plus ça me fait plaisir. Et on commence par les titres. Plusieurs ophtalmologues réclament à Emmanuel Macron un moratoire sur l'utilisation du lanceur de balles de défense. Évidemment, pour les ophtalmos, le commerce est beaucoup moins rentable si les gens n'ont qu'un œil sur deux. La tête de liste du Rassemblement national pour les européennes, Jordan Bardella, en a appelé à Emmanuel Macron pour le financement de sa campagne. Eh oui, ça doit lui faire tout bizarre de mendier comme un Roumain, Jordan Bardella. Et les brèves. Et n'espérez même pas que les brèves aient prolongé les vacances. Aujourd'hui s'est ouvert le procès impliquant Bernard Tapie dans l'affaire de l'arbitrage annulé qui lui avait accordé 404 millions d'euros pour solder son litige avec le Crédit Lyonnais. Ah ouais, ce procès est un souvenir douloureux pour Bernard Tapie, pour une fois qu'il n'a pas pu acheter l'arbitrage lui-même. Passons à la politique française. Oui, Ségolène Royal est toujours en promo pour son livre et tout le monde en prend pour son grade, surtout les hommes du Parti Socialiste. Pourquoi est-ce qu'à un moment, j'ai pas dit à ces messieurs qui m'agressaient, maintenant, ou vous vous taisez, ou vous quittez ma campagne, y compris à mon propre conjoint, qui ne m'a pas soutenu pendant la campagne, qui en plus me trompait. Bam! Voilà. Le duel Royal Hollande pour la présidentielle 2022 s'annonce passionnant. La révolution féministe est en route. Climat, Jean-Michel Blanquer annonce l'organisation de débats dans tous les lycées vendredi, jour de grève mondiale des élèves pour le climat. Le génie, il organise un débat pile le jour où plein d'élèves seront absents. Ça lui rappellera un peu les débats de l'Assemblée nationale. International à présent, après le crash d'un Boeing 737 d'Ethiopian Airlines, les 2 boîtes noires ont été retrouvées. Oui, comme quoi c'est plus facile de retrouver des boîtes noires après un crash que le coffre de Benalla après une perquisition. Abdelaziz Bouteflika est rentré en Algérie hier après une hospitalisation de 2 semaines à Genève. Eh ouais, comme quoi il n'y a pas qu'en Éthiopie qu'il y avait des morts dans les avions ce week-end. C'est pas gentil, non, c'est pas gentil, vu la vivacité des Suisses, il a donc dû trouver que Bouteflika était hyper actif. Au Japon, non, c'est pas gentil. Au Japon, le tribunal a rejeté la demande de Carlos Ghosn d'assister au conseil d'administration de Nissan. Oui, mais en même temps, c'est normal. Qui imagine Jonathan Daval se pointer à l'anniversaire de mariage des parents de son ex-femme? Non. Santé, le Propecia, un médicament contre la calvitie, aurait des effets secondaires très graves, tels la dépression, les idées suicidaires, la baisse de libido et des fonctions érectiles. Oui, en gros, les mêmes effets secondaires que l'album d'Eddie Préto. De Préto, pardon. C'est pas gentil. Non, c'est pas gentil. Vous avez été déconcentré par Juliette. Juliette, c'est le mot même fonction soigne érectile. sa calvitie.
People. Dites-nous pourquoi vous riez. Parce que je viens de penser à des cas que je connais. Okay. People. Oui. Suite à la diffusion d'un reportage accablant sur Michael Jackson aux États-Unis, les ventes d'albums et l'écoute en ligne du roi de la pop s'effondrent. Ouais, du coup, c'est dommage que les Kids United ne peuvent pas être accusés de pédophilie, eux. Passons au sport. Oui, parce que comme on n'était pas là la semaine dernière, on n'a pas pu parler de... Attention, ce ballon qui va être récupéré par Lukaku, le retour de Thiago Silva, et Lukaku qui va marquer. Et de Lukaku, le PSG s'est encore pris une remontada avec 2 buts de Belges, ça nous a fait plaisir, un peu perdu le seum. Écoutons le grand spécialiste, Pierre Ménès, la veille du match. Que dit-il aux gens qui lui parlent de remontada? Alors c'est là où tous les blaireaux de France me parlent de remontada. C'est un truc qui date quand même d'il y a 2 ans. Je pense qu'il y a autant de rapports entre ces 2 matchs qu'entre une carpe et un hameçon. Ouais, c'est rassurant de savoir que des spécialistes s'occupent du sujet. Elle est brève. Oui, États-Unis, une petite ville élit Lincoln, une chèvre de 3 ans, comme maire. La mairie de Béziers porte plainte pour plagiat. La dernière. Et la dernière, le titre est assez brillant. Il voulait se faire un kebab, 2 gilets jaunes attaquent une brebis à coups de pelle. Alors qu'on arrête de dire que les gilets jaunes ne sont pas sensibles à l'écologie. Si c'est pas favoriser les circuits courts, je ne sais pas ce que c'est. Merci Alex. Didier Eribon est en notre compagnie, le biographe de Michel Foucault. On va aborder avec vous ce premier sujet. Les Algériens sont dans la rue depuis 2 semaines pour faire dégager Bouteflika. Ils mènent une révolution pacifique, d'ailleurs baptisée sur certaines pancartes la révolution du sourire. Face au canon à eau de la police, les manifestants réclament du shampoing, par exemple. Et oui, il en aura vu des choses Bouteflika, mais alors ça... Toutes les générations d'Algériens le connaissent. Albert Camus a parlé de lui dans ses mémoires. Guy de Maupassant lui avait envoyé une carte postale. Il a joué dans un film de Max Landau. En 1930, lors du centenaire de la colonisation, la reine d'Angleterre lui avait fait un clin d'œil équivoque. C'est Félag. Alors, on vous emmène sur ce terrain, Didier Eribon, parce qu'il y a là une contestation, et vous aussi, en tant que sociologue et philosophe, la contestation, c'est un objet, ça me plaît beaucoup. Bah oui, qui vous plaît. C'est pas seulement un objet d'observation et d'étude, c'est quelque chose qui me plaît, évidemment. Que vous pratiquez, d'ailleurs. Que je pratique, oui. Et je dois dire à quel point c'est émouvant de voir ces foules dans les rues des villes algériennes, notamment Alger, ouais. où on a l'impression que toute personne valide de la ville est dans la rue pour protester, pour affirmer quelque chose. Y compris les femmes de plus en plus visibles. Les femmes, bien sûr, les femmes, ce qui dans un pays comme l'Algérie est quelque chose évidemment très 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 important. Les femmes sont là, les jeunes gens sont là, mais aussi des gens âgés qui ont été victimes de la violence coloniale française et qui veulent malgré tout des transformations contre l'héritage du FLN, c'est-à-dire ceux qui sont aujourd'hui au pouvoir et qui maintiennent une sorte de chape de plomb sur la société algérienne. Et moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est ces mouvements qui sont tout à fait inattendus. Il y a 8 jours, personne n'imaginait qu'il y aurait ce soulèvement de toute la population. Ils étaient quelques centaines au départ, quelques centaines, puis d'un seul coup des milliers, puis des centaines de milliers, puis tout le pays. Et qu'est-ce qui se passe quand tout un pays se soulève? À quoi pensaient ces gens avant? Qu'est-ce qu'ils avaient dans la tête? Comment? Sans doute les mêmes choses, mais aussi le mouvement les transforme, leur donne des idées nouvelles, des aspirations nouvelles. Ils pensent à un futur différent, une transformation sociale possible. Et ça, alors, je trouve ça extraordinaire. On ne sait pas ce que ça peut devenir. Mais le champ des possibles est ouvert. Voilà. Didier Eribon, il est déjà 17h31. C'est l'heure de donner la parole à celui qui, depuis bien longtemps, a son permis de chasser dans la forêt de Messens. C'est Pablo Mira. Non. Pablo, mon petit ange trapu, mon passe-partout ibérique, mon passe-partouto. Vous tirez aujourd'hui le bilan du grand débat national qui s'achève cette semaine. Oui, Madeloute. Alors, il écrit si bien les lancements. Alors long, poussif,
assez inutile. Si on écoute les mauvaises langues, le grand débat national serait à l'image d'un rapport sexuel avec Alex Vizorek. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. En analysant les chiffres, on voit que les Français se sont rués sur le grand débat comme les proches de Pascal Praud se ruent sur des boîtes de Xanax. 1,4 million de propositions citoyennes postées sur le site internet créé pour l'occasion. Alors niveau propositions, on trouve de tout, comme je lis, rejouer le 8e de finale PSG contre Manchester. Mais aussi, il fallait s'y attendre des propositions plus farfelues, plus insolites, comme plus de justice fiscale. 1,4 million de propositions auxquelles il faut ajouter 400 000 pages de doléances déposées en mairie. C'est énorme. Si je fais un rapide calcul, j'estime qu'il faudra aux équipes du président plus de 2 semaines pour tout passer à la broyeuse. Gros succès donc. Et puis à titre personnel, moi je le dis, ce grand débat, je l'ai bien aimé. J'ai bien aimé, les effets spéciaux étaient super. À un moment, j'ai même cru que Macron était vraiment sincère. Mais ce qui m'a surtout plu, je vais vous le dire, c'est que les gens ont pu échanger leurs idées, leurs opinions dans le calme, avec respect, ou ce qu'à l'Assemblée nationale on appelle un jour off. Alors, bien sûr, ce grand débat, il a eu quelques aspects regrettables. Les jeunes et les habitants des banlieues étaient bien trop absents. Sébastien Lecornu, lui, en revanche, était bien trop présent. Alors, pour les gens qui ne connaissent pas Sébastien Lecornu, enfin, pour les gens, quoi, Sébastien Lecornu, c'est le David Racheline de La République En Marche. Il a 32 ans, mais si tu l'écoutes, t'as l'impression qu'il a vu naître Bouteflika. Mais d'après monsieur Lecornu, qui était en charge de co-animer le grand débat, celui-ci a été plébiscité par le public et tout particulièrement par les retraités, qui ne s'en sortent plus avec leur retraite de misère, si bien que lorsqu'un VRP vient sonner chez eux, la plupart n'a malheureusement plus les moyens de se faire arnaquer. Donc bravo à eux. En tout cas, chacun a pu se connecter sur le site du grand débat pour faire des propositions structurelles parfois, comme une plus forte décentralisation, proposition qui me paraît bonne, je le dis, car je pense que les départements et les régions doivent avoir plus d'autonomie. Alors, plus d'autonomie, d'accord, mais avec plus de moyens, non ? Donc ça, c'était pour la partie aménagement du territoire. Le thème le plus commenté, par contre, c'est évidemment celui de la fiscalité. En effet, on a vu durant ces 2 mois de débat que les Français réclament en urgence plus de justice fiscale, car actuellement, il y a bien trop d'écart entre les riches et les moins riches, et les Français ne veulent plus que leur pays ressemble aux incisives de Juliette Arnaud. Et après la fiscalité, petite surprise, l'écologie est le 2e thème le plus important pour les Français qui veulent tous, alors oui, make our planet great again, but don't trop casser the balls quand même with your bagnole électrique and your tofu à la con. Car oui, l'écologie, ce sera un véritable enjeu pour le futur, notamment au niveau des transports, des déplacements qui restent trop onéreux dans tous les cas, car pour l'instant, soit on prend la voiture individuelle qui coûte une fortune en essence, soit on prend les transports en commun qui coûtent une fortune en antidépresseurs. Pour tout ça, alors pour toutes ces raisons, toutes ces idées nouvelles, n'en déplaise aux rageux et aux pisse-froids, ce grand débat national aura été aussi utile qu'une fléchette tranquillisante tirée dans la nuque d'R. Kelly. R. Kelly qui, au passage, excusez-moi, ne peut pas être un violeur puisqu'il est lui-même un enfant pédophile fan de Michael Jackson. Merci Yann Moix pour l'argument. Parenthèse fermée. Pour conclure, même si au final ce grand débat mènera sans doute nulle part, il aura tout de même permis au président de remonter dans les sondages et de calmer la crise des gilets jaunes. Et ça, c'est quand même bien la preuve que ça sert toujours à quelque chose de faire des choses qui ne servent à rien. Allez, salut. Pablo Mira, merci. Pablo, qu'on pourrait appeler Totalito. C'est le titre de Mélissa Lavo qu'on va écouter tout de suite. Nous sommes en compagnie de Didier Héribon jusqu'à 18h.
habité par Jupiter. C'est le philosophe et sociologue Didier Héribon qui est en notre compagnie, qui écrit sur la psychanalyse, paru chez Fayard. C'est l'auteur du fameux Retour à Reims qui est republié en poche chez Champ Essai. Et Juliette Arnaud va nous parler tout à l'heure de l'ouvrage écrit sur la psychanalyse. Mais tout de suite, c'est Guillaume Meurice. Oui, moi je vais vous parler de bits aujourd'hui. Depuis que Bigard est devenu un martyr de la liberté d'expression, il y a une place à prendre. Donc je vais vous parler de mégabits, de tétrabits, de gigabits, de stockage de données informatiques. Parce qu'une nouvelle étude vient d'être publiée. On y apprend notamment que juste le stockage des données de Google, c'est l'intensité énergétique d'une ville comme San Francisco. Mais non. Voilà, donc c'est la moitié de ce qui maintient en vie Bouteflika. C'est assez impressionnant. Il faut savoir que tout ce qu'on laisse comme trace sur Internet est stocké. Donc Didier Héribon, par exemple, quand vous tapez sur un moteur de recherche comment emmerder Gérard Miller et Christine Boutin en un seul livre, par exemple, ça reste stocké. Quand Pablo regarde des streamings de Jean Amadou pour lui voler des blagues et justifier son surnom de Petit Prince du cabaret Le Chat qui pète, il laisse des traces. C'est Amadou-phobe. Il laisse des traces. Et ces traces sont stockées dans ce qu'on appelle des data centers, qui sont donc un nouveau gouffre écologique 2.0. Alors je suis allé voir les participants du grand congrès Big Data ce matin pour leur demander est-ce que c'est une bonne idée de stocker autant de conneries. Nous on stocke rien, nous on les accélère en fait. Nous on vend des solutions réseau. Donc en fait l'objectif c'est d'interconnecter les serveurs entre eux. Vous êtes un accélérateur de conneries stockées. Exactement. Voilà, il en faut aussi. Il n'y a rien de pire qu'une connerie statique, il faut l'accélérer. Alors la connerie peut aller très très vite. Faut savoir, une connerie postée sur un réseau social arrive dans la tête de Nicolas Dupont-Aignan quasiment instantanément. Des fois on ne sait même plus qui a créé la connerie, c'est assez impressionnant. Nicolas Dupont-Aignan est d'ailleurs un data center à lui tout seul. Mais est-ce que c'est très utile ? C'est dur de présumer que les conneries sont strictement inutiles. Donc, la grande idée du Big Data, c'est de se dire qu'on met un maximum de données ensemble, on les laisse se parler et puis on voit si, in fine, ça apporte quelque chose. Si on met plein de conneries ensemble, est-ce peut sortir quelque chose d'intelligent ? Espérons-le en tout cas. Ouais. Oui, alors il y a une expérience qui est menée en temps réel en ce moment. C'est une émission de télévision qui s'appelle Salut les Terriens. Vraiment, alors on met toutes les conneries possibles, ça s'entrechoque. Pour l'instant, le résultat n'est pas probant, sauf sur la fiche de paye d'Alex Vizorek. Ouais. Mais la recherche avance. En tout cas, l'important, c'est donc de stocker. On a tendance à surstocker la donnée, mais pour des fins de conservation de la donnée. Et après, on va exposer de la donnée, donc on va siloter l'usage de la donnée. Donc si la donnée est une connerie, on silote la connerie. Non, c'est pas tellement ça, mais c'est de se dire toute donnée qu'on a stockée, il faut lui trouver une valeur. Voilà, l'important c'est la valeur, parce que tout ça, ça vaut très cher. On revend les données et ça alimente des algorithmes qui peuvent, par exemple, vous cibler dans leur publicité. Si vous faites des recherches sur Michael Jackson, vous pouvez recevoir de la pub pour le dernier film de Polanski avec Barbarin et Morandini. Musique de R. Kelly, bien évidemment, vous l'avez compris. Donc, c'est de la connerie, mais ça vaut de la thune, même si la connerie, maintenant, est quand même pas mal régulée. Il y a moins de conneries au sens non réglementaire et c'est beaucoup plus structuré, contrôlé qu'avant. Il y a des conneries réglementaires maintenant. Conneries réglementées ou à réglementer en tout cas. Est-ce que la connerie est moins néfaste quand elle est réglementée ? Ça, c'est toutes les problématiques d'éthique à avoir par rapport à ces sujets-là et qu'on doit tous avoir par rapport à des problématiques IA et autres. Voilà, donc il faut une éthique de la connerie, il nous faut un Spinoza de la connerie. Et on est tous concernés. Moi, je stocke de la connerie aussi. On stocke de la connerie en podcast, sur YouTube. On est tous dans le même bateau de la connerie, avec bien sûr Christophe Castaner en chef de cabine. Et ce bateau va sombrer dans la crise climatique, sauf si on évolue. Alors qu'est-ce qu'il faudrait ? Trouver d'autres mécanismes pour que ça consomme moins d'électricité. Est-ce qu'on pourrait pas juste stocker moins de trucs ? On stocke des choses dont on a besoin généralement. Que Google se rappelle de ma pointure de godasse, est-ce que c'est intéressant ? Mais le jour où vous trouverez des godasses qui sont très très ajustées à votre pied, vous serez content aussi. C'est pas faux, c'est pas faux, surtout que les data centers gaspillent en énergie nucléaire des tonnes et des tonnes de mégawatts. On va probablement bientôt avoir 4 pieds, dont un qui pousse dans le dos, et je parlerai pas ici de pieds carrés, qui existe déjà, ça s'appelle le PSG, qui est donc le nouveau champion du monde de SUM. Désolé la Belgique, encore un titre qui vous échappe décidément, mais c'est pas le sujet. Donc le sujet, c'est le stockage de conneries par des pros. On essaye vraiment de capter en fonction des différents algorithmes avec du langage, Python, R, etc. Qu'est-ce que c'est que ça ? Je connais pas. Ça, c'est les langages de conneries qui consistent en fait à vraiment matcher et à créer un data lake de conneries. Voilà, là on y est. Voilà. Quand on utilise les bons termes, on comprend mieux un bon langage de conneries pour un data lake de conneries. Au moins, c'est assumé. Et tant pis pour l'écologie, comme on dit dans le big data, le green. Le côté green, effectivement, c'est un peu compliqué, mais à ce moment-là, il ne faudrait plus prendre la voiture non plus.
avoir, je sais pas, un cheval à la maison. Est-ce qu'il n'y a pas un juste milieu à trouver? Bah, en fait, de toute façon, on en stocke aussi dans notre cerveau des conneries, donc forcément, on les stocke aussi sur les ordinateurs. Ça non plus, c'est pas faux. Alors, une petite pensée pour les archéologues du futur qui découvriront les ruines des data centers et qui comprendront pourquoi notre civilisation a disparu. Si la connerie était une énergie renouvelable, on serait peut-être déjà sauvés. Guillaume Meurice, merci Guillaume, à 17h43 sur France Inter en compagnie de Didier Héribon. On va aborder cet autre sujet. La France est passée de la 6e place à la 17e place en un an. Dans quel sport, me direz-vous? Dans la manière dont elle considère les homosexuels. La France a perdu 11 places dans le classement des pays gay-friendly établi par le site web Spartacus. Le classement s'appuie sur de nombreux critères, dont l'évolution des droits des homosexuels et le recensement des persécutions envers les personnes LGBT. Papa, c'est quoi un PD? Chut, chut, mange ton clafoutis. Papa, c'est quoi un PD? Ben, un PD, c'est quelqu'un qui raconte des bobards, qui dit pas la vérité, qui ment. Voilà. Allez, mange ton clafoutis et puis on y va. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, tu as avalé le noyau? Oui. Tu en es sûr? Oui, je mens pas, je suis pas un PD. C'est les trois frères, le film des inconnus. Alors d'abord, Didier Héribon, ça fait partie du champ de votre recherche. Est-ce que ce classement est un indicateur sérieux? Et si oui, la France est en plein recul sur la manière dont elle accueille et considère les homosexuels? C'est sûr qu'il y a eu une recrudescence d'agressions homophobes contre des gays, contre des lesbiennes dans les rues des grandes villes françaises, et que donc il y a en effet un climat d'homophobie, mais je ne dirais pas, comment dire, si je me réfère à mon expérience, je ne dirais pas que ce sont des choses tout à fait nouvelles. Ça m'est déjà arrivé à moi aussi. Je connais beaucoup de gens, d'amis notamment, à qui c'est arrivé, et il y a pas mal de temps. Il y a en revanche une progression des droits, mais avec, comme je le disais tout à l'heure, des gens qui passent leur temps à s'y opposer. On le voit pour le moment, en ce moment sur le débat sur la PMA, où de nouveau les mêmes arguments, c'est impossible. Les discussions sont repoussées, et notamment ça joue là-dessus sur ce classement. Et là, le Parti socialiste, quand il était au pouvoir, et ses idéologues portent une responsabilité écrasante, puisqu'ils ne l'ont pas fait il y a 20 ans, et ils ne peuvent pas aujourd'hui se plaindre que ceux qui les ont contribué à installer au pouvoir ne le fassent pas non plus aujourd'hui. Et donc il y a la nécessité d'une mobilisation politique, associative, sociale, etc., pour imposer ces droits dont les femmes, les couples de femmes, mais aussi les femmes célibataires peuvent auxquels ces femmes peuvent avoir envie d'accéder. Et ce sont des droits qui existent ailleurs. Je ne vois pas pourquoi ça n'existerait pas en France. Mais si on parle de la situation des homosexuels dans les pays, il faut rappeler quand même que on peut évoquer tous ces problèmes en France, qu'il y a des pays où la situation est quand même beaucoup plus grave. Je pense dernier du classement, à la Tchétchénie, la Russie, la Tchétchénie. En Tchétchénie, les gays sont, ou les gens qui sont censés être gays, soupçonnés de l'être, sont arrêtés, mis dans des camps où ils sont torturés, mutilés, violés, parfois assassinés. Un chanteur célèbre a disparu. On n'a plus jamais eu de ces nouvelles. Et pour ceux qui échappent à cette violence et qui en réchappent et qui survivent, on les renvoie dans leur famille, la famille qui se charge de les éliminer après la honte dans des pays où la religion est si forte, si présente, après la honte d'avoir eu un fils soupçonné d'homosexualité. Donc il y a là, et la passivité totale des institutions européennes qui protestent de temps en temps, mais tout le monde reçoit Poutine, sans, comment dire, de la même manière qu'on reçoit le prince d'Arabie Saoudite, dont on connaît les charmantes pratiques, et les pratiques aussi de la manière dont il gère la société, régissent la société sur laquelle il règne, par la violence. Et évidemment, sont des gens qui sont reçus parce que pour des questions économiques évidentes. Et là, il y a pour les droits des gays, des lesbiennes, des femmes, pour les droits démocratiques, il y a des enjeux très importants. Et la régression de la France au classement de quelques places ne doit pas nous faire oublier qu'ailleurs, il y a des gens qui meurent parce qu'ils sont gays.
Les États-Unis ont chuté aussi cette année dans le classement avec la politique de Donald Trump qui est mise en cause. Et le Portugal, lui, a gagné 27 places. Donc les premiers, c'est Portugal, Suède, Canada. Et au Portugal, l'adoption par les couples homosexuels et le mariage pour tous sont effectifs. Et voilà comment le Portugal a bondi et est plus gay-friendly. Voilà. Didier Ribon, vous publiez Écrit sur la psychanalyse, paru chez Fayard. Juliette Arnaud s'y est plongée dedans la semaine dernière pendant ses petites vacances. Pendant les petites vacances. Donc votre livre s'appelle Écrit sur la psychanalyse. Si vous, auditeurs, auditrices, vous êtes en train de vous dire non mais moi c'est bon, je vais pas voir de docteur Zinzin, donc ce livre ne me concerne pas, alors là mes petits enfants, vous êtes à côté de vos pompes. Il n'y a pas besoin de s'allonger pendant des années chez un docteur Zinzin à pleurer des camions de Kleenex en y laissant une partie de son PEL, à détricoter ses souvenirs de papa, maman, le chien, la vie, la mort, les trains électriques, en crevant de lui poser la seule question que finalement on a envie de lui poser mais qu'on sait qu'on n'a pas le droit parce qu'il préférait le docteur Zinzin se faire les veines à la petite cuillère plutôt que d'y répondre et qui est dites docteur, qu'est-ce que vous pensez de moi pour être concerné par ce livre. La psychanalyse est partout. Elle a à peine plus d'un siècle depuis sa définition donnée par son créateur, Freud, avec en France notre petit dieu personnel, Lacan, Jacques. Science jeune mais prégnante, elle est partout. Nous baignons dans sa doxa sans en avoir forcément conscience. Et ce livre lève un voile, celui de son hétérocentrisme, et à ce titre, la psychanalyse qui deviendrait une entreprise de restauration conservatrice. En gros, si tu n'es pas dans le schéma, papa et maman font des enfants avec papa à la place symbolique de papa et maman à la sienne de place symbolique, et devinez quoi, c'est pas la même place et c'est pas interchangeable, ça va mal se mettre. Ce qui concerne somme toute pas mal de monde, les gays et lesbiennes, les trans, ceux qui font pas d'enfants, les grévistes du sexe et toute femme qui proteste virilement, entre autres. Bref, ce sont des écrits sur la psychanalyse, certes, contre la psychanalyse également. En même temps, à une époque où on discute mariage pour tous et PMA, et où on va s'allier intellectuellement des cathos et des psychanalystes, on est en droit de se dire que... J'ai appris ici que parmi les deux premiers à mettre en cause cet hétérocentrisme, il y avait Michel Foucault et Roland Barthes, deux homosexuels. Et moi, avec Barthes, je suis en terrain familier. Barthes, c'est le monsieur qui a écrit Fragment d'un discours amoureux, c'est-à-dire le penseur du sentiment et de son discours, une affirmation de l'amour avec un grand A et une politique de l'amitié avec un grand A également, à une époque où en gros il était bien le seul, si tant est que de nos jours le sentiment amoureux soit moins suspect, plus valorisé intellectuellement. C'est que, et je cite, pour le psychanalyste, l'amour n'existe jamais en lui-même pour lui-même. Il faut toujours aller voir en dessous. Deleuze ira plus loin encore, la psychanalyse est le désir. C'est passionnant de faire le chemin à rebours. C'est passionnant, mais j'avertis, c'est pas la lecture la plus simple qui m'ait été donnée d'entreprendre. Quant au hasard, tu arrives au concept immanence sans transcendance. Va falloir survivre au fait de pas toujours tout comprendre. Mais ça te muscle l'humilité. Ce que Renaud a résumé brillamment dans la chanson Manu. Ça fait peut-être mal au bide, mais c'est bon pour la gueule. Et puis, tu es récompensé quand tu tombes sur cette phrase grisante. Écoutez bien, chacun s'invente soi-même s'il en a l'impérieux désir. Marcel Jouandeau. Autre griserie, lire à nouveau quelqu'un écrire sur Marcel Jouandeau. Phrase qui, en plus d'être formellement très plaisante, chacun s'invente soi-même s'il en a l'impérieux désir. Et qui contient un genre de proposition pour peut-être ce que devrait être la psychanalyse. Et là, je vous cite Didier Ribon, soutenir les individus dans leur aptitude à vivre leur choix d'objet sans se soucier de la morale ambiante. À charge pour les individus, pour les couples, de s'arranger comme ils le veulent et comme ils le peuvent. Je pose ça là. On réfléchit et en attendant, merci, bisous, merci. Juliette Arnaud, merci. C'est donc paru chez Fayard dans une collection qui s'appelle Avenir, écrit sur la psychanalyse. Peut-être une réaction ou une... Juliette a tout compris. Immanence sans transcendance, c'est très simple. C'est la liberté contre les normes qui seraient au-dessus de nos têtes, comme ça, et on vous dit, vous ne pouvez pas faire ça. Et si on le fait, on est quand même, on est condamné. Et je plaide pour le droit des individus à s'inventer comme ils le veulent, à inventer leurs relations affectives, amoureuses, etc., sociales, comme ils l'entendent, malgré les règles que les psychanalystes veulent nous imposer et nous réimposer décennie après décennie. Donc, oui, de l'immanence sans transcendance, quoi, on pourrait dire. Pour le dire plus simplement, vous avez bien résumé, avec beaucoup d'économies de termes et de moyens. Juste avant le sketch, je ne résiste pas à la tentation de vous faire réagir rapidement à cette histoire de parent 1, parent 2. Est-ce que là aussi, il faut y voir la main de la psychanalyse ou la vie de la psychanalyse? Il y a un psychanalyste
qui a dit non, ça c'est une bonne idée, on va faire parent 1, parent 2. Mais vous savez, il y a à partir du moment où on ne dit plus le père, la mère, on dit les parents. Donc on peut les désigner dans les actes administratifs, parent 1, parent 2. Ça ne veut pas dire que les enfants vont appeler leur parent 1 et parent 2. À ce moment-là, on peut appeler courgette, chou-fleur, on invente n'importe quel nom. La manière dont les individus, les familles inventent du vocabulaire pour nommer les relations nouvelles, l'invention de vocabulaire et de noms, de filiation, de parenté, c'est une invention permanente. Donc, parents, oui, bon, on peut trouver d'autres mots, mais dans la vie quotidienne, les gens inventent Malouloute, par exemple. Oui. Charline, elle m'appelle chroniqueur 7. C'est hyper humiliant, mais bon, je fais avec. Dans les entreprises, on est N-1 ou N+1. Dans les familles recomposées, il y a toujours comme ça, il y a une bande dessinée de Claire Bretécher, ce qui était amusante, où c'est mon demi, c'est mon demi-frère, ou c'est ma demi pour ma demi-sœur. Évidemment, les relations familiales changent, les structures changent, et donc le vocabulaire change. Donc laissons les gens inventer leur vie comme ils l'entendent, si je peux résumer comme sans les emmerder, et sans que les psychanalystes viennent leur dire faut pas. Vous voyez, quand vous dites sans les emmerder, on comprend. Sans emmerdance, c'est moins compréhensible. Il y a un tweet de la direction de France Culture qui dit que si vous parlez de Lacan et Barthes dans Par Jupiter, on va inviter Annie Cordy dans les chemins de la philosophie. Mais j'aime beaucoup Annie Cordy. Moi aussi. C'est une grande actrice. Didier Ribon, est-ce qu'on va vous sortir de la norme aussi, nous? Parlons de grandes actrices. Vous voulez faire le grand acteur? Vous voulez devenir comédien? On propose toujours à l'invité de participer à un sketch avec nous et on vous a choisi un rôle, attention, Jack Lang. Alors c'est dit que ça vous plairait. Moi je lis les phrases exactement, surlignées en jaune. Vous êtes Jack Lang qui a reçu apparemment depuis 5 ans pour 200 000 € de costumes chez Smalto. Alors on s'est rendu dans une boutique de costumes, pas Smalto, une autre, pour voir comment ça se passait. Guillaume Meurice est le patron et il y a quelques visites qui sont au programme. Ah, que puis-je pour vous, monsieur Jack Lang? Vous n'auriez pas un costume à m'offrir? Non, tous nos costumes sont payants, hein, monsieur. Même pour un mannequin de chez Elite? Un mannequin ou ça? C'est moi, voyons. Voilà, excusez-moi, j'ai du travail, hein, donc... Bonjour. Aidez-moi, tous les boutons de ma chemise ont sauté. Gérard Larcher, vous ici? C'est pas de ma faute, j'avais pris que du XXXXXXL. Ah bah ouais, mais monsieur, ça se voit, vous, c'est du XXXXXXXXXXXXXXL qu'il vous faut. Alors que moi, j'ai toujours su rester svelte, jeune et beau. Monsieur le tailleur, j'ai besoin urgemment d'une robe Dior. Oui, pour quelle occasion, madame Dati? Je dois déposer ma fille à l'école. Quelle classe? CM2. Ah. Non, je voulais dire quelle élégance. Ah oui, bon alors écoutez, je suis assez sensible à l'humour, mais là je suis vraiment pressée. Ah bah la dernière fois que vous étiez pressé, vous étiez encore là 1 heure après, donc... Et vous avez quoi comme suite à capuche? Ah, monsieur François Ruffin. Comment va la France insoumise? Vu ses fringues, la France est insoumise à la mode. Et vous n'avez pas plutôt un gilet jaune? La loose totale. Je rêve ou tout le monde vient ici? Non mais je suis pas tout le monde, moi. Hein. Bah, on habille tout le gratin, on a même eu Manuel Valls. Tiens, il porte du sur-mesure. Oui, on renforce les coutures de la veste parce qu'il la retourne beaucoup quand même. Et Benalla, il vient, Benalla? Oui, on lui a fait des poches revolver. Ah bah vous avez tout le monde, quoi. Non, il y en a un qui est jamais venu chercher les costumes chez nous, c'est François Fillon. Ah bon? Bah c'était Robert Bourgi qui venait les acheter pour lui. Oui, mais on est à fond dans le rôle, Juliette Arnaud. Vous avez reconnu Gérard Larcher? Oh voilà, bien sûr. Impressionnant. Je peux faire un commentaire sur le sketch? Oui, allez-y. J'aime beaucoup François Ruffin. Et les suites à capuche? Moins, mais il m'arrive d'en porter. Didier Ribon, merci beaucoup d'avoir passé ce moment avec nous. Je rappelle que votre dernier ouvrage en date s'intitule Écrit sur la psychanalyse, paru chez Fayard, où l'on apprend comment dire le mieux à se détacher de l'emprise de la psychanalyse dans le débat public, dans la politique, dans la société. Vous nous avez vraiment ouvert les yeux à ce sujet avec cet ouvrage. Et puis il y a toujours bien sûr Retour à Reims, une réédition en version poche, chant essai avec la préface d'Édouard Louis. Merci beaucoup d'être venu nous voir entre Berkeley, l'Allemagne, votre carrière internationale. Merci de m'avoir invité, j'étais très heureux d'être ici. Moi aussi, merci Didier Ribon. Merci les amis, merci Juliette Arnaud, Pablo Mira, merci Alex et Guillaume. Eh bien nous allons laisser le mot de la fin à notre invité Didier Ribon. Cette espèce d'obsession du virilisme chez Lacan et qui est le fondement de toute son œuvre. C'est fou, j'aurais jamais pensé que Zemmour était lacanien.
MMA.